Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié aux entreprises et aux travailleurs indépendants pour les aider à comprendre l'application de la loi rectificative, la loi de finances rectificative, la numéro 3, portant des possibilités d'exonération des cotisations pour certains secteurs et la reprise progressive de la collecte et du recouvrement des cotisations sociales. Le déroulé du webinaire sera donc sur une première partie pour les entreprises, une deuxième partie pour les travailleurs indépendants. Et pour chaque partie, nous aborderons donc une présentation générale de la politique des URSSAF, une présentation des mesures d'exonération concernant la cible, ainsi que le délai de paiement et la reprise du recouvrement. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions sur la plateforme. Je rappelle les usages de cette plateforme. Le premier onglet, l'onglet chat, qui vous permet de saluer les personnes que vous reconnaissez, notamment. Un deuxième onglet sur les questions, donc vous pourrez poser vos questions sur cet onglet. J'affiche les questions par ordre d'importance. Vous verrez qu'il y a un petit triangle à côté de la question qui vous permet de voir le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette réponse. Vous aurez ensuite un onglet sondage où on vous publiera de quelques sondages réguliers qui nous permet d'affiner donc la qualité de nos webinaires. Sans plus attendre, je vais laisser donc la parole donc à Monsieur Pagola, président des URSSAF Aquitaine, pour redonner justement un contexte général aujourd'hui sur la politique des URSSAF autour de ce projet de loi de finances numéro 3. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui sont là, tous les gens qui nous écoutent et on va essayer de vous apporter au moins une petite lumière sur quelque chose de compliqué. Je remercie aussi la CPME, qui est le syndicat des petites et moyennes entreprises, le principal syndicat et auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Et je vous rappelle que la CPME dirige le conseil d'administration de l'URSSAF Aquitaine. Alors, ceci étant dit, l'URSSAF a eu une attitude durant cette période très, très difficile de crise, une attitude d'aide, une attitude assez étonnante parce que l'URSSAF a ramené de l'argent vers les entreprises. Aujourd'hui, nous avons un projet de loi de finances rectificative numéro 3, une loi de finances rectificative, sur laquelle nous allons encore intervenir. Les URSSAF vont encore aller dans le sens inhabituel, c'est-à-dire qu'elles vont venir en aide, qu'elles vont apporter aux entreprises, à certaines des exonérations, à d'autres des échelonnements de paiement de dettes sociales pouvant aller jusqu'à 36 mois. Et je vais vous donner quelques chiffres pour vous parler un petit peu du travail de ces URSSAF. Alors, pour les entreprises, quelques entreprises ont réussi à maintenir leurs échéances. De mars à août 2020, 48% des 116 000 entreprises en Aquitaine ont utilisé la possibilité de faire un étalement. Et là-dessus, les URSSAF ont répondu. Aujourd'hui, on va vous présenter donc ces mesures que les pouvoirs publics et la sécurité sociale ont décidé de mettre en place pour vous aider. La question, c'est comment va se passer le règlement des sommes reportées. Il y aura des mesures exceptionnelles, des exonérations qui seront spécifiques aux cotisations patronales pour 3 secteurs d'entreprise les plus touchés. Il y aura pour toutes les entreprises la possibilité de demander ces fameux plans d'appurement, ces fameux délais de paiement, avec remise de cotisations de pénalités, de cotisations de retard. Vous verrez que ces éléments ont été élaborés pour s'adapter à la situation des entreprises et pour leur permettre aussi d'éviter une panne de trésorerie en étalant les paiements. Emmanuel Lalande, qui va prendre tout à l'heure la parole, va vous expliquer plus en détail la partie de ces exonérations. Monsieur le directeur de l'URSSAF Aquitaine, Henri Lourdes de Rocheblave, lui interviendra pour vous expliquer les détails du plan d'appurement pour les sommes qui seront reportées. Voilà, je vous demande d'être très attentif, de ne pas hésiter de passer les informations que vous aurez à vos experts comptables. On intervient auprès d'eux parce qu'ils auront un rôle très important, ils auront beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse, les URSSAF, vous faire droit à vos exonérations et vous faire droit à vos plans de paiement. Voilà. Alors, pour les participants, merci Monsieur Pagola. Il y a un replay, donc pour ceux qui sont un petit peu moins attentifs à un moment donné,
vous aurez la possibilité de revisualiser le replay, donc de vous reconcentrer sur ce qui va être abordé, parce qu'effectivement, comme M. Pagola l'évoquait, les informations sont des fois un petit peu complexes pour les entreprises, notamment pour les TPE. Donc, il s'agit que vous ne loupiez rien. Donc, ce replay sera favorable à cela. Madame Lalande, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter de façon synthétique, la plus synthétique possible, les mesures d'exonération de cotisation et d'aide au paiement. Mais bien évidemment, en premier lieu, il convient de préciser quelles sont les entreprises concernées. Donc, les entreprises concernées, dans un premier temps, ce sont les entreprises ou associations de moins de 250 salariés, des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire, dont la liste est limitativement fixée par décret, le décret du 30 mars, l'annexe 1, quel que soit leur pourcentage de perte de chiffre d'affaires. Alors, on pense en premier lieu à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, mais ça peut aussi être les galeries d'art. Et ça, c'est les entreprises dites du secteur S1. Ensuite, nous avons les entreprises ou associations de moins de 250 salariés dont l'activité est étroitement liée aux entreprises du secteur S1. Elles sont aussi limitativement définies dans l'annexe 2, cette fois du décret du 30 mars. Ça peut être la viticulture, la pêche, la blanchisserie ou les éditeurs de livres. Et ces entreprises doivent avoir subi une très forte baisse de chiffre d'affaires. Donc, la très forte baisse du chiffre d'affaires, on considère qu'elle est réalisée dès lors que l'entreprise a perdu sur la période du 15 mars au 15 mai plus de 80% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année précédente, donc en 2019, ou alors 80% de son chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois. Il y a une troisième possibilité pour calculer cette perte de chiffre d'affaires, c'est de considérer toujours cette même période, 15 mars, 15 mai 2020, et de vérifier qu'il y a une perte de chiffre d'affaires supérieure à 30% du chiffre d'affaires total de l'année 2019. Donc, pour ces entreprises des secteurs S1 et S1 bis, l'exonération et l'aide au paiement portent sur la période du 1er février au 31 mai 2020. Il existe une troisième catégorie d'entreprises, ce sont les entreprises ou associations de moins de 10 salariés qui accueillent du public, qui ne font pas partie des secteurs S1 et S1 bis, bien évidemment, mais qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative obligatoire. Pour eux non plus, il n'y a pas de pourcentage de perte de chiffre d'affaires pour être éligible aux différentes aides. Pour cette dernière catégorie, l'exonération et l'aide au paiement couvrent la période du 1er février au 30 avril 2020. Une petite précision pour certaines activités bien spécifiques. Pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil au public a été prorogée, la période concernée s'étendra du 1er février jusqu'au dernier jour du mois précédant l'autorisation de réouverture. On va citer par exemple les hippodromes qui ont eu l'autorisation d'ouvrir au 11 juillet. Pour les entreprises hippodromes, la période d'exonération pourra courir de février jusqu'au 30 juin. Maintenant qu'on a vu les entreprises concernées, on va pouvoir parler de l'exonération d'une partie des cotisations et contributions patronales. Donc, cette exonération porte sur les cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, la contribution solidarité autonomie et le FNAL. Elle concerne bien évidemment les cotisations qui restent dues après application des mesures d'exonération qui s'appliquent habituellement dans l'entreprise. On va parler, la plus courante, c'est bien évidemment la réduction générale. Ça ne s'applique pas aux cotisations patronales de retraite complémentaire, ni à l'AGS, ni au versement mobilité, ni au forfait social. Et comme c'est une exonération de cotisations patronales, ça ne s'applique pas sur les cotisations salariales. Il n'y a pas de formalité différente des formalités habituelles à accomplir. Il faut déclarer pour chacune des périodes d'emploi considérées via des DSN de régularisation le montant de l'exonération au travers du code type de personnel 667. Donc ça, c'était l'exonération des cotisations.
On a en parallèle l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales. Cette aide au paiement, elle est égale à 20% des revenus d'activité sur la période ayant fait l'objet de l'exonération. Les revenus d'activité partielle, c'est-à-dire le chômage partiel, n'entrent pas dans l'assiette de calcul puisque ces sommes-là n'étaient pas soumises à cotisations et à contributions sociales. Le montant de l'aide sera imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes du recouvrement au titre de l'année 2020 et elle s'impute en priorité pour les échéances reportées et s'il existe un reliquat, il sera déduit des échéances à venir de l'année 2020. Là aussi, c'est l'entreprise qui doit calculer et déclarer le montant de cette aide au paiement et la déclaration se fait via la DSN au travers du code type de personnel 051. Et une dernière précision, pour les plus importantes structures qui peuvent être à l'écoute de ce webinaire, le montant total de l'aide au paiement et de l'exonération des cotisations patronales ne peut excéder pour une même entreprise 800 000 €. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Avant que M. Lourde-Rocheblave prenne la parole, comme on a quand même pas mal de votes sur une question qui vous concerne, Madame Lalande, sur laquelle vous allez pouvoir repréciser la date du décret et puis les annexes. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, comment savoir lesquelles ont fait l'objet d'une fermeture administrative obligatoire? Alors, les entreprises étaient visées par l'arrêté du 14 mars 2020. C'était celui qui précisait qui devait obligatoirement fermer et qui pouvait rester ouvert, puisqu'on parlait de tous les commerces accueillants du public. Il y avait bien évidemment des exceptions pour les commerces alimentaires notamment. Donc, c'est au travers de l'arrêté du 14 mars qu'on peut avoir la liste exhaustive des entreprises de moins de 10 salariés accueillant du public qui étaient obligées de fermer leurs portes. Pour se procurer cette liste, j'ai un écho. Alors, pour se procurer cette liste, je pense que c'est en annexe sur le site Covid-19, mesure-covid19.ursaf.fr et bien évidemment, il est aussi disponible sur Légifrance. Très bien, merci. Alors, Monsieur Lourde-Rocheblave, à vous. On fera suivre des questions au fur et à mesure. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler plutôt de la partie reprise du recouvrement et finalement gestion des reports, puisque vous vous souvenez, l'URSSAF avait un double objectif, c'était évidemment de financer la protection sociale, avec notamment le financement de la partie santé, hôpitaux, etc. Donc maintenir ce financement, donc maintenir les échéances pour les entreprises qui pouvaient payer, et elle était aussi dans un objectif d'accompagner les entreprises en difficulté. Et pour ça, il y a eu donc une politique de report de cotisations, autorisation de report, sans majoration de retard, y compris les cotisations salariales, pendant toute une période, donc de mars à juin. À partir de juin, donc juillet et août, on a modifié les conditions et on ne pouvait reporter que sur des cotisations patronales et pas sur les cotisations salariales. Et à partir de septembre, il n'y a plus de report possible dans les conditions donc spécifiques de la crise, sauf pour quelques secteurs qui sont encore en difficulté et qui n'ont pas pu rouvrir. On pense notamment aux discothèques, aux festivals, aux spectacles. Pour toutes les autres, donc, on est dans un système où on reprend donc le fonctionnement classique de la collecte. Et par contre, la question qui se pose évidemment pour les entreprises, c'est de dire que deviennent finalement ces cotisations dont j'ai demandé le report. On m'avait dit au départ c'est 3 mois de report, finalement ça a été un peu plus long. Donc c'est à ce moment-là qu'on va intervenir à 2 niveaux. Donc le premier niveau, on vient de l'expliquer, les entreprises vont calculer pour celles qui ont droit les exonérations ou les aides au paiement de cotisations auxquelles elles ont droit, ce qui leur permettra donc, et ce qui nous permettra nous d'obtenir un montant, je dirais, définitif des cotisations dues sur les reports. À partir de là, nous, on va transmettre des propositions de délai de paiement qu'on appelle alors dans la loi des plans d'appurement. Donc, on va faire ces propositions. Alors, au fil de l'eau, on va commencer évidemment pour les entreprises qui n'ont pas d'exonération, puisque cela sera plus facile. On a les éléments d'ores et déjà, et on fera un peu plus tard les entreprises qui ont droit à des exonérations pour qu'elles aient le temps de les calculer. C'est prévu sur le mois d'octobre. Et donc, on va faire des propositions
de délais qui seront identifiés crise et qui permettront, donc les entreprises vont les recevoir. On va faire un système lié évidemment au montant des cotisations reportées, au montant des cotisations habituellement payées. Et ces délais, on va les proposer selon les montants entre 3 et 24 mois. À ce moment-là, l'entreprise qui va recevoir cette proposition de l'URSSAF aura deux choix. Soit elle répond positivement ou elle ne répond pas dans le mois qui suit cette transmission et le plan d'appurement va se mettre en place, sachant que les premières échéances devraient démarrer donc en début 2021, en janvier 2021. Donc voilà, ça laisse un peu de temps pour démarrer ce plan. Par contre, si l'entreprise, ce plan ne lui convient pas, alors ça peut être soit parce qu'elle est plus en difficulté qu'on ne le conçoit et donc elle demande des délais plus longs et la loi prévoit que les délais peuvent aller jusqu'à 36 mois, donc c'est le maximum par contre qu'on pourra donner, soit au contraire parce qu'elle estime qu'elle est capable de payer plus rapidement et que le délai est un peu trop long par rapport à sa capacité de financement. Donc elle peut revenir vers nous. Alors, ça sera faisable sur les sites internet avec des éléments mis en ligne. Elle pourra revenir vers nous pour nous faire une autre proposition. Voilà, plus ou moins par rapport à ce qui a été décalé. Il y aura une discussion et on pourra donc mettre en place un délai. Je pense qu'on sera dans une logique où si on ne dépasse pas 36 mois, on sera dans une logique où on pourra accepter ces délais. Donc voilà le système tel qu'il est prévu. Ensuite, on aura, si ces délais sont tenus évidemment, on aura une remise totale des majorations de retard. Enfin, il n'y aura pas d'émission de majoration de retard par rapport à ces délais. Ce qui existe aussi, c'est que pour les entreprises qui seront avec aussi des dettes côté fiscal, on a prévu un système de coordination, alors un petit peu complexe, donc je ne vais pas me rentrer dans les détails aujourd'hui sur le sujet, mais en tout cas un système de coordination avec les impôts pour que le délai, alors sur des délais longs évidemment, le délai soit de la même longueur entre la partie fiscale et la partie sociale en la matière. Dernière chose, mais là pour l'instant on a un peu moins d'éléments puisqu'on attend un décret d'ici quelques semaines, c'est la possibilité donc pour les entreprises qui auront ces plans d'appurement, qui iront au bout de ces plans d'appurement et qui seront en capacité notamment de payer la partie cotisation salariale, la possibilité d'obtenir une remise de cotisation. Alors, dans des conditions particulières, il faudra avoir notamment sur la période Covid une réduction d'activité de 50% de son activité. Donc, il faudra démontrer qu'on a 50% de réduction de son activité pour pouvoir demander une réduction de cotisation qui pourra aller, elle, jusqu'à 50% des cotisations. Ça, par contre, voilà, c'est des éléments qui sont prévus dans la loi, qui ne sont pas encore clarifiés complètement, puisque le décret est attendu dans les semaines qui viennent. Donc voilà, redémarrage du recouvrement, possibilité de plan de délai, et on ira vers les entreprises, et donc il faut que les entreprises attendent de recevoir cette notification avant fin novembre. Évidemment, si elles n'ont pas reçu avant fin novembre, là, il faudra revenir vers nous, c'est que peut-être qu'il y aura eu un raté. Et donc, possibilité de dire oui ou non, avec possibilité de négocier avec l'URSSAF. Voilà. L'idée étant vraiment qu'on puisse étaler pour permettre à l'entreprise de redémarrer son activité, de redémarrer évidemment ses cotisations courantes et d'étaler la partie reportée depuis le mois de mars. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement sur ce système. Très bien, merci. Alors, je précise qu'on a mis le lien dans l'onglet chat sur les données URSSAF Covid. Vous le retrouverez dans le chat. Est-ce que vous savez si les URSSAF ont prévu de diffuser à toutes les entreprises un petit document pédagogique avec les principales mesures, ou est-ce que les entreprises retrouveront tout sur le site mesure-covid19.ursaf.fr? Alors, il y a plusieurs éléments. On a fait une campagne de presse, donc il y a un communiqué de presse qui est sorti il y a quelques jours. Vous avez peut-être vu des articles aussi dans Sud-Ouest, dans la Tribune, la semaine dernière, la semaine d'avant, où on annonçait ces éléments. On transmet aussi ce qu'on appelle des push mails, des mails aux entreprises pour lesquels on a le mail pour expliquer ces éléments. Et on fait des webinaires. Donc aujourd'hui, on en fera d'autres. On en a aussi avec les experts comptables pour donner le maximum d'informations. Et on a également ouvert un compte Twitter récemment qui relaie ces informations. Voilà. Donc, et le document, le site de référence spécifique, c'est vraiment celui qui est indiqué là sur le chat, le Covid-19 qui permet .ursaf.fr, qui permet vraiment d'avoir la meilleure actualité puisqu'il est mis à jour dès que les textes sortent, il est mis à jour immédiatement. Très bien, merci. Onglet sondage, je vous invite également donc à remplir
les sondages qui sont publiés, il y en a 3 sur votre secteur d'activité, votre type d'entreprise. Nous avons par exemple 60% d'entreprises de moins de 10 salariés qui sont connectées. Donc, jouez le jeu, remplissez-le parce que ça nous permet véritablement aussi d'adapter les questions et donc la pertinence des réponses de nos intervenants. Alors, sur les questions, disposerons-nous d'un support reprenant expliquant les aides présentées? Donc, on l'a évoqué. L'enjeu, c'est que les URSSAF sont au plus près des entreprises. Donc, il y a le site Internet qu'on a évoqué et ensuite les outils numériques que vous connaissez tous quand vous communiquez avec les URSSAF. Donc, d'après ce que nous disent les URSSAF, vous serez encore plus proche des entreprises avec beaucoup de pédagogie pour les accompagner sur les cas particuliers. Alors, sur une autre question. Donc, toutes les aides et exonérations doivent être-elles déclarées sur la DSN éligible au 15 octobre ou est-il possible de la faire plus tard? Je vais laisser le président Pagola répondre puisque c'est un sujet qu'il a suivi de très très près. On ne t'entend pas, Jean-Paul. Voilà, j'ai réouvert mon micro. Alors, la réponse, merci monsieur le directeur, merci Henri. Donc la réponse est oui. Grâce à une intervention justement de la CPME, des représentants CPME auprès de la COS qui dirige tous les URSSAF, il y a un débat qui s'ouvre, donc la conclusion va arriver le 25 septembre avec une possibilité d'étalement un petit peu de ces déclarations de DSN qui sont très complexes. La première idée avait été que normalement les URSSAF devaient quelque part présenter le système. Ça devait être très simple. En réalité, ça sera très simple une fois que les entreprises auront fait une partie du travail. Et une fois que ce travail va être fait, ce travail est très important. Donc, on a obtenu un délai. Ce sera un délai sans majoration pour des remises un peu en retard de DSN, dans le sens où c'est une DSN qui va apporter à l'entreprise une exonération ou un remboursement, pas un remboursement, une exonération ou un crédit éventuel. Et dans ce cas, comment pénaliser lorsqu'on fait un crédit ou lorsqu'on fait une exonération éventuelle? Donc, la réponse est oui. On est en grande positivité grâce au travail de la CPME. Merci. Pouvez-vous expliquer la différence entre l'exonération patronale et la réduction de 20% de l'aide au paiement? Alors, l'exonération des cotisations patronales. Alors, excusez-moi, j'ai été obligée de couper ma caméra parce que la connexion était trop mauvaise. Donc, l'exonération des cotisations patronales ne porte que sur les cotisations patronales restant dues sur la période soit du 1er février au 31 mai pour les secteurs S1 et S1 bis ou 1er février et 30 avril sur le secteur S2. Et après, l'aide au paiement, elle est calculée sur la base des salaires bruts soumis à cotisation sur la période soit de février à avril, soit de février à mai, et elle servira à payer le reste des cotisations qui sont aujourd'hui à charge des entreprises. Donc, il y a une exonération d'abord d'une partie des charges salariales et d'une partie des charges patronales, pardon. Et une fois qu'on déterminera quelles sont les charges salariales et patronales que l'entreprise doit payer, l'aide au paiement servira à payer à la fois les cotisations patronales restantes et les cotisations salariales. Très bien, merci. Donc, les entreprises de la Pro-BTP sont-elles concernées par ces exonérations? Alors, à partir du moment où les entreprises de la Pro-BTP ne font pas partie des secteurs S1, S1 bis et S2, elles ne sont éligibles ni à l'exonération des cotisations, ni à l'aide au paiement. Pour celles qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative au public pour les moins de 10, mais majoritairement, les entreprises de la Pro-BTP ne font pas partie de ces entreprises-là. Donc, il y aura la possibilité d'un apurement et de la remise de cotisation si elles ont eu une réduction d'activité de 50%. Voilà, cette partie-là est commune à l'ensemble des entreprises. Le plan d'apurement est remise et même la partie remise est réservée à celles qui n'ont pas eu d'exonération ou d'aide au paiement. Donc, il y a un double système qui est intéressant. Donc, pour la partie Pro-BTP, ça permet d'avoir une possibilité quand même de réduction des cotisations
au bout du plan d'appurement. Monsieur Pagola, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Il faut remettre votre micro. C'est bon, Oui, ça y est. l'intervention de Madame Lalande et de Monsieur le directeur sont parfaites. Les deux interventions sont parfaites. En effet, les deux choses sont différentes. L'étalement de cotisation, l'appurement, et l'obtention de réduction, là, c'est complètement différent. Et ça a été bien présenté par les deux personnes. Voilà. Mais chaque entreprise retrouve quand même une possibilité d'aide sous une forme différente. Merci. Quand les cotisations ont été prélevées et que l'entreprise a droit à cette exonération, doit-on faire le calcul et imputer le montant sur les échéances jusqu'à la fin de l'année? Alors, quand les cotisations ont été acquittées, bien évidemment, la nécessité des DSN régularisatrices existe toujours puisqu'il convient d'affecter le montant des exonérations de cotisations sur chaque période. Et pour l'aide au paiement, il faut aussi faire la DSN régularisatrice. L'exonération de cotisation et l'aide au paiement n'est pas réservée aux entreprises qui n'ont pas acquitté leurs cotisations pendant la crise sanitaire. Ce dispositif s'applique à tout le monde, donc oui, il faut faire les DSN. Merci. Ouais, ça peut conduire éventuellement à un crédit si en effet l'entreprise n'a pas fait de report et a réussi à payer toutes ses cotisations. Ça va faire des régularisations négatives et donc ça va dégager un crédit et donc l'URSSAF aura à rembourser ce crédit dès qu'il sera déclaré. Très bien. Alors, je vais afficher donc une autre question. On abordera ensuite le cas des indépendants. Alors, c'est pour ça que je parlais du sondage tout à l'heure parce que ça nous permet aussi d'insister sur des sujets. Donc, on a 7% d'indépendants. Donc, on va ensuite parler d'eux, mais je ferai remonter des questions aussi qui concernent les entreprises sur la demi-heure qu'il nous reste. Alors, je monte une autre question. Je suis en train de la chercher. La voilà, mais elle va être assez rapide en réponse. Qu'est-ce qui est pris en compte pour savoir si l'entreprise est éligible à une exonération, le code APE ou la convention collective? Alors, ni l'un ni l'autre, on va dire. C'est l'exercice, c'est l'activité réellement exercée par l'entreprise. Ce qui compte, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a effectivement des entreprises qui sont pas référencées avec le bon APE, des entreprises qui appliquent des conventions collectives différentes, éventuellement en fonction des départements aussi. Donc, ce qui compte, c'est l'activité réelle exercée. Donc là, vous renvoyez sur l'annexe du mois de mars sur les entreprises qui étaient fermées ou celles qui ont été impactées de manière directe sur celles qui ont été fermées. Oui, tout à fait. Pour savoir après si on rentre Voilà. soit dans le secteur S1, S1 bis, S2, la liste, c'est effectivement limitativement défini. Mais après, ce qui compte pour pouvoir se positionner de façon individuelle, c'est pas forcément son code APE, c'est l'exercice de l'activité réelle. Et réelle et principale, puisque je vois qu'il y a la question, c'est l'activité principale aussi. Donc, pour les entreprises qui ont plusieurs activités, il faut calculer quelle est l'activité principale pour savoir s'il y a en effet on a droit ou pas à l'exonération. Merci. Alors, j'en prends une. En plus, comme il y a plein des codes, des acronymes, des chiffres, c'est pas mal ça pour les URSSAF. Alors, quelle est l'échéance pour la déclaration de la DSN des CTP 667 et CTP 0541 a-t-on jusqu'à la fin de l'année? Alors, non, c'est un peu la question qu'elle a répondu tout à l'heure à Jean-Paul Pagola. Ce qui était prévu, c'est que ça soit sur les DSN pour le début octobre. Et ça paraît court quand même parce que le décret date du 1er septembre, hein, donc il est très récent. Ce que dit Jean-Paul tout à l'heure, c'est qu'il y aura sûrement un délai, en tout cas possibilité de faire des régularisations de DSN, à mon avis, jusqu'à la fin du mois d'octobre, peut-être un peu plus loin. Le démarrage, c'était pour l'instant début octobre, c'est-à-dire que c'était les échéances du 5 et du 15 octobre. Je pense que ce sera plutôt échéance du 5 et du 15 novembre. Après, au-delà, je ne peux pas dire si ce sera jusqu'à la fin de l'année, mais on peut supposer qu'il y aura des mesures qui seront plutôt bienveillantes en matière de délai. Après, au-delà de la fin de l'année, je pense que ce sera plus compliqué à gérer. Merci. Allez, une dernière. Avant d'arriver de répondre pour les indépendants, les salariés à la MSA sont-ils concernés? Bonne question. Alors, a priori, oui.
dispositions spécifiques pour la MSA, mais on les retrouve toujours pareil dans ces fameuses annexes 1 et 2 sur la nature des activités. Donc potentiellement, oui, des salariés MSA peuvent être concernés. Et c'est notamment, il y a toute la partie viticulture, je pense, qui est concernée, puisqu'elle fait partie des secteurs liés au secteur hôtellerie-restauration. Oui. Donc, il y a un certain nombre de secteurs agricoles qui sont dans la liste donc, qui paient à l'MSA et qui sont donc concernés. Oui. Très bien, merci. Alors, si on s'arrête maintenant sur les travailleurs indépendants, donc si on reprend le même sens que tout à l'heure, contexte général des URSSAF en Aquitaine, M. Pagola, Mme Lalande sur les informations techniques, M. Lourde-Rocheblave sur le contexte Aquitaine également. Ça vous va comme ça? Alors, les travailleurs indépendants. Merci. Oui, donc pendant la crise, les URSSAF ont carrément suspendu les prélèvements de cotisations, qu'ils soient mensuels ou trimestriels, pour les artisans, les commerçants, les professions libérales, de mars à août 2020. Nous avons aussi suspendu les actions de recouvrement de cotisations. De plus, les URSSAF ont distribué une aide exceptionnelle pour les travailleurs indépendants qui datait de l'ancien récit. Pour redémarrer la collecte des cotisations en septembre, plusieurs mesures sont mises en place. On a recalculé à la baisse systématiquement les cotisations provisionnelles de 2020. On a redivisé pratiquement par 2 par rapport aux sommes qui ont été déclarées par l'entreprise. Des abattements de cotisations pour 3 secteurs d'entreprise les plus touchés. Les délais de paiement ont été rallongés. Et voilà l'activité principale, l'aide principale qui a été apportée d'office. Là, c'est une aide automatique par les URSSAF. Madame Lalande va vous expliquer la partie plus précise du détail des réductions de cotisations. Oui, merci. Donc, pour la réduction des cotisations, en fait, pour les cotisations et contributions sociales définitives dues pour 2020, a été mis en place une réduction forfaitaire avec 2 montants différents. On va retrouver les secteurs dont on a déjà parlé. Donc, le montant est de 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des fameux secteurs S1. Elle est également de 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité est étroitement liée au secteur S1, c'est le secteur S1 bis, et qui ont eu une très forte perte de chiffre d'affaires. Donc, on est d'accord, c'est toujours pareil. Période de référence 15 mars au 15 mai, 80% de perte de chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois, ou encore perte de 30% du chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la totalité du chiffre d'affaires 2019. Donc, pour ces secteurs S1 et S1 bis, le montant de la réduction forfaitaire est de 2 400 €. Pour les travailleurs indépendants du secteur S2, donc accueillant du public ayant fait l'objet d'une fermeture administrative obligatoire, le montant de la réduction forfaitaire est de 1 800 €. Cette réduction s'appliquera donc en 2021 sur le montant des cotisations et contributions sociales définitives dues sur le revenu réel 2020. Donc ça, c'est la réduction forfaitaire qui interviendra en 2021. Pour 2020, ce qui a été mis en place, comme l'a dit M. Pagola, c'est une minoration du revenu estimé pour le calcul des cotisations provisionnelles. Par principe, le revenu retenu pour le calcul de vos cotisations en 2020 est, pour la majorité d'entre vous, 50% du revenu déclaré en 2019, à l'exception de 25% pour les débitants de tabac. Sinon, c'est 50%. Il existe toutefois la possibilité pour les travailleurs indépendants de déclarer un revenu prévisionnel différent pour 2020 en y appliquant un abattement forfaitaire qui, là aussi, on va recommencer à connaître le mécanisme, va dépendre du secteur dans lequel vous vous situez. Donc, cet abattement forfaitaire sur le revenu estimé directement par l'indépendant sera de 5 000 € pour les secteurs S1 et S1 bis et 3 500 € pour les indépendants
du secteur 2. L'intérêt de déclarer un revenu prévisionnel différent va être notamment pour ceux qui auront eu une activité 2019 très très faste et une activité 2020 forcément dégradée. Mais autrement, c'est une option, c'est absolument pas une obligation. Les provisionnels sont calculés sur la base de 50% de votre chiffre d'affaires de l'année précédente. Si ça vous convient, vous laissez les choses en l'état. Voilà, c'est les deux mesures concernant les indépendants. Alors, je vais compléter sur cette partie délai de paiement, puisqu'en effet, on a vraiment fait le choix, Emmanuel Lalande vient de l'expliquer, d'essayer d'éviter que le recouvrement, donc qui a redémarré en septembre, conduise à ce que l'ensemble des cotisations reportées, puisqu'on n'avait pas prélevé, finalement soit concentré sur 4 mois au lieu de 9 ou 10. Donc, l'idée, c'est qu'on a vraiment joué sur ce revenu estimé 2020, sachant qu'il y a cette subtilité entre les cotisations de l'année 2019 et celle de 2020. Et donc, la possibilité pour les travailleurs indépendants, lorsqu'ils ont reçu au mois d'août leur nouvel échéancier, de pouvoir encore modifier ce revenu estimé. Donc, c'est bien ce qu'on a expliqué. Hein. Si vraiment vous êtes en grosse difficulté, que votre chiffre d'affaires a fortement baissé, et que même en réduisant à 50% votre revenu estimé 2020, ça ne suffit pas, il y a la possibilité, en allant sur le site internet, de modifier de nouveau ce revenu estimé 2020 et de le faire baisser encore, ce qui va évidemment réduire les échéances suivantes, donc pas celles de septembre, puisqu'elles sont passées maintenant, ou quasiment, les 5 et 20, on est quasiment passé, mais celles d'octobre, novembre ou décembre. Si au contraire, parce qu'on a eu quand même, pendant la période de crise, comme on a arrêté tous les prélèvements, on a quand même des travailleurs indépendants qui ont dit « mais moi je peux payer, je voudrais payer parce que je ne veux pas attendre en termes de trésorerie trop longtemps, tant que j'ai l'argent, je souhaite payer mes cotisations, parce qu'il y a des droits aussi à retraite derrière, évidemment. Donc, on a accepté des paiements, soit par virement, soit par chèque. Donc, on peut aussi avoir des travailleurs indépendants qui eux disent bah, « votre baisse de 50%, là, c'est trop fort. » Ça ne correspond pas à la réalité de mes revenus et je risque d'avoir une régule en 2021 très importante. Et on en avait discuté avec également des personnes de l'UDP en disant attention, c'est en effet, ça peut être assez dangereux si la personne ne voit pas cette subtilité-là. Donc, c'est possible de remonter ce revenu estimé et donc automatiquement, ça va recréer des cotisations en octobre, novembre et décembre qui vont remonter. Ensuite, l'intérêt de l'ensemble du système, c'est bien d'étaler au-delà de ces 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, d'étaler ensuite sur 2021 la régularisation de l'ensemble de ce report à partir de la base du revenu réel. Donc, et ce qui est important aussi à dire, c'est qu'habituellement, si on fait un revenu estimé qui est très différent du revenu réel, bah, il y a une petite sanction, il y a une petite majoration de retard en disant votre estimation n'était pas bonne. Là, quelle que soit l'estimation que vous allez faire, si elle est très différente de votre revenu réel, il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas de majoration de retard par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, je pense que pas mal de travailleurs indépendants n'ont pas la visibilité réelle de leur chiffre d'affaires ou de l'évolution de leur chiffre d'affaires jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc, c'est un peu compliqué de définir un revenu estimé. Donc, possibilité voilà, de régulariser, il faut de régler ce revenu estimé pour réduire ou augmenter ces prélèvements. Si, malgré cela, ça ne permet pas de régler les cotisations, bah donc là, il faut faire opposition au prélèvement ou lorsqu'on paye par chèque, on demande un délai de paiement. Par rapport à ça, donc on va prendre jusqu'à la date du 30 octobre, toutes les sommes qui n'ont pas pu être payées là, sur septembre, octobre, etc., on va proposer là aussi un plan d'appurement. Là, on revient un peu à ce qu'on a dit sur les entreprises, un plan d'appurement. On sera sur des délais, je pense, assez longs, autour de 12 à 15 mois. Donc là aussi, je suis un peu prudent parce qu'on n'a pas, c'est pas encore complètement défini avec les pouvoirs publics, mais en tout cas, c'est l'orientation vers lequel on va pour pouvoir permettre d'étaler ces reports de cotisation sur plusieurs mois, permettant donc à l'entreprise et aux travailleurs indépendants de reprendre du temps pour ces paiements. Donc voilà le système tel qu'il est prévu. Je rajoute aussi qu'on a un système particulier. Alors,
Jean-Paul Pagola disait tout à l'heure que l'URSSAF a été un peu à contre-emploi puisqu'elle a versé des aides, notamment dans le cadre du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants, qui a souhaité aider l'ensemble des artisans et commerçants, les professions libérales. Il y a quelques caisses de professions libérales qui ont aussi ce système. Et donc, c'est l'URSSAF qui a versé des sommes allant jusqu'à 1 250 € à l'ensemble des artisans commerçants qui étaient inscrits en 2018-2019. Donc, voilà, on a fait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, c'est vrai. On a également repris, depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre du transfert du RSI vers le régime général, on a repris une partie action sociale, toujours sous la houlette du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, avec une commission d'action sanitaire et sociale. Et on a accordé, et on continue à accorder, des aides sociales, donc pour des gens qui sont très en difficulté, notamment avec des difficultés éventuellement personnelles autour de leurs difficultés professionnelles, des aides financières exceptionnelles par rapport au Covid, ou des aides au paiement des cotisations. Et on a, au jour d'aujourd'hui, réglé des aides à plus de 3000 travailleurs indépendants en Aquitaine, pour plus de 2 millions d'euros. Donc voilà, on a aussi ces possibilités-là pour aider les travailleurs indépendants les plus en difficulté, pour lesquels l'activité ne repart pas et sur lesquels il y a des problématiques compliquées. Donc l'ensemble de ces éléments, je pense, permet à chaque travailleur indépendant de voir sa situation reconnue et de pouvoir adapter notre réponse dans cette logique d'étalement au maximum des reports qui ont été faits. Alors là, on a bien parlé des travailleurs indépendants classiques. Les auto-entrepreneurs, les règles sont un peu différentes et elles ne sont pas encore complètement calées. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas prévu d'en parler aujourd'hui, désolé. On reviendra peut-être vers vous sur ces règles spécifiques dès qu'on les aura. Très bien, merci. Alors, j'avais à l'esprit les montants de report de charges des URSSAF, je crois que c'était au 31 juillet, qui étaient de 1,4 milliard en Nouvelle-Aquitaine. Alors, non, c'est pas aussi fort que ça. On était au maximum des reports, on était à 900 millions d'euros. Par contre, on était au niveau national à quasiment 20 milliards, puisqu'il y avait en gros 14 milliards de reports des entreprises et on avait 6 milliards d'euros non prélevés pour les travailleurs indépendants. Bon, et après, c'est difficile de calculer pour les auto-entrepreneurs puisque c'est eux qui font leur déclaration de chiffre d'affaires. Et donc, bon, on a, comme il y a eu au départ des consignes de dire ne faites pas votre déclaration de chiffre d'affaires sur le premier mois, voilà, on a un peu plus de. Mais en gros, globalement, c'est 20 milliards. Et sur l'Aquitaine, l'ex-Aquitaine, puisqu'on est URSSAF Aquitaine et pas Nouvelle-Aquitaine, on était un peu moins de 1 milliard. Alors, j'étais, je pense, à fin juillet. Ah oui, donc voilà, moi je donnais... Fin août, hein. Bon, normalement, à fin août, ça devrait se réduire puisqu'il n'y a plus que les entreprises, je vous disais tout à l'heure, discothèques, festivals, spectacles, qui peuvent demander des reports. Ensuite, il y a évidemment des entreprises qui auront des difficultés pour payer, mais on ne sera plus dans le système de report, on sera sur un système classique qui existait avant, de demande de délai de paiement, avec évidemment le calcul de majoration de retard, mais la possibilité de demander des remises si on arrive à tenir son plan de délai. Voilà, donc autour de 900 millions d'euros, en sachant que, pour vous donner un ordre d'idée, le recouvrement sur une année de l'Aquitaine, l'URSSAF, c'est en gros 15 milliards d'euros. Vous voyez, c'est quand même 9 millions d'euros sur 15 milliards, c'est pas négligeable. Très bien. Alors justement, sur la question des calculs, l'URSSAF va-t-elle mettre à disposition des supports de calcul des exonérations et réductions? Alors des supports de calcul, je pense pas. Par contre, on a mis à disposition donc ce qu'on appelle un code type de personnel qui permet d'intégrer dans la DSN et qui permet de faciliter les calculs, puisque en intégrant ce code type personnel, ça automatise le calcul à partir de la base sur l'exonération. Voilà, je pense que c'est comme ça. Alors Jean-Paul qui maîtrise encore mieux que moi ces sujets de paye peut peut-être répondre, mais globalement, ça fonctionnera avec ce qu'on appelle un code type personnel spécifique qu'a évoqué Emmanuel Lalande tout à l'heure. Oui, je peux répondre. Malheureusement, on n'est pas complètement dans la simplification. Très bien. Disons que ce qui est compliqué par rapport à la DSN, c'est qu'il faut régulariser période par période. C'est-à-dire que les exonérations vont s'appliquer, par exemple, de février à mai. Donc, il faut prendre chaque mois, je pense que c'est ça que tu veux dire, Jean-Paul, février, mars, avril, mai. Et il faut faire une régularisation pour chacune de ces DSN
donc soit au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense que certains auraient préféré qu'il y ait une régularisation globale. Mais bon, le choix qui a été fait manifestement nationalement, c'est qu'on soit sur des régularisations mois par mois. Merci. J'invite les participants à vraiment remplir les sondages, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour nous permettre aussi d'adapter, puis d'avoir les premiers ressentis. On voit que sur la question des difficultés de payer ses charges, on a quand même une majorité de participants qui disent que ça risque effectivement d'être compliqué. J'ai juste une question par rapport au cabinet dentaire, c'est-à-dire des entreprises qui ont fermé, non pas par l'arrêté qu'évoquait tout à l'heure Emmanuel Lalande, mais par une décision des ordres. À mon avis, mais Emmanuel peut-être compléter, je pense qu'en effet, ça ne suffira pas à les faire entrer dans le secteur S2. Non, c'est tout à fait ça. Les dentaires ne sont pas concernés par les exonérations, par exemple. Et voilà, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre des entreprises qui ont été fermées obligatoirement en application de l'arrêté du 14 mars. Donc certes, il y a eu une consigne de l'ordre et c'est effectivement une question qui est récurrente. Il y a eu des consignes de l'ordre. Pour autant, ils ne sont éligibles ni aux exonérations de cotisation ni à l'aide au paiement. Après, comme disait Monsieur le Directeur, ils peuvent rentrer en cas de difficulté de paiement dans le cas de demande d'étalement. Oui, ça, il n'y a pas de et de remise de cotisation, je pense aussi. Enfin voilà, il faudra qu'on le vérifie parce qu'il y a des règles particulières. Quand c'est des praticiens auxiliaires médicaux, il y a des règles particulières et notamment parce qu'il y a des prises en charge, c'est côté caisse d'assurance maladie et sécurité sociale. Il y a des prises en charge de cotisation par ce biais-là. Il y a eu aussi des prises en charge ou des aides par certaines caisses de retraite des professions médicales. Voilà, donc c'est plutôt de ce côté-là que les cabinets dentaires, notamment, peuvent se rapprocher, parce qu'il y a eu ou il y aura des aides en la matière. Oui. Mais quand même, là, je réinterviens en tant que président du conseil d'administration de l'URSSAF. Sachez que l'URSSAF sera à votre écoute et que le conseil d'administration veillera à ce que les gens soient écoutés, que des réponses soient apportées. Les techniciens sont excellents. Écoutez, monsieur le directeur, madame Lalande, comme il vous présente tout ça, c'est en effet très compliqué. Pour un béotien, c'est quelque chose de très compliqué. Mais le conseil d'administration sera à l'écoute. Les gens savent écrire. On a fait attention, là, on a fait attention à tous les cas difficiles. On a veillé à améliorer. Après, il y a des choses, on ne peut pas les arranger. Mais tout ce qu'on pourra faire, tout ce qu'on pourra. Alors, je sais, vous allez entendre parler d'étalement, mais sachez que moi, ma politique, c'est 36 mois. Voilà. Et je ferai tout. Et la CPME, là, parce que vous êtes quand même sur la CPME, là, je vous le rappelle à tous, la CPME fera tout pour tenir les 36 mois. Et croyez que quand on a décidé quelque chose, eh bien, on se bat et on y arrive. Voilà, je tenais à faire passer le message. Et je vois qu'il y a pas mal de cabinets comptables là qui sont en ligne et je veux leur dire que c'est la CPME qui s'est battue pour obtenir le report des DSN là, parce que je vous laisse imaginer le travail si vous aviez dû le terminer pour le 5 ou pour le 15 octobre. Voilà, je tenais à refaire passer ce message. C'est un petit syndicat, on a des petites entreprises, mais on se bat très fort. Merci Jean-Paul de rappeler ces fondamentaux. Alors, je poursuis de questions. On en a pas mal sur le… Alors, on dit TZ ou TESE en fait? On dit thèse ou thésé. Bon, donc, il y a plusieurs sujets autour de ça, donc on va les faire monter au fur et à mesure. Les différents montants sont-ils calculés directement par les CEVA ou les thèses? Oui, alors pour expliquer, en effet, donc thèse, c'est le titre emploi-service entreprise. Donc c'est une offre de service de la branche recouvrement et qui se trouve est gérée par deux URSSAF en France, qui sont l'URSSAF d'Aquitaine et l'URSSAF de la région parisienne. Et le CEA, c'est le chèque emploi associatif qui, lui, est géré par l'URSSAF de Nord-Pas-de-Calais pour toute la France. Donc en effet, on est quelque part éditeur de paye par le biais de ces offres de services. Et donc, on a mis en place début septembre, à la sortie du décret, les règles en la matière dans nos logiciels de paie spécifiques pour intégrer ces éléments. Donc, il suffit pour les entreprises concernées de bien déclarer ou vérifier qu'elles sont dans le bon secteur et on appliquera donc les exonérations telles qu'elles sont prévues par les textes pour l'ensemble des entreprises concernées. On a aujourd'hui, nous, en Aquitaine, plus de 30 000 entreprises là, sur la France entière qui sont dans ce système-là.
ce qui permet de répondre à la question que je viens d'afficher. Oui, justement, donc les choses se font automatiquement. Voilà, tout à fait. Très bien, merci. Donc, sur la question qui avait pas mal de votes aussi, donc on vient d'y répondre, hein, pour comment ça se passe au niveau des entreprises adhérentes aux thèses. Il y a un site internet spécifique du thèse, donc là aussi les éléments plus précis sont intégrés sur ce site et permettent. Et s'il y a une difficulté, il y a également évidemment une capacité à, soit par mail, soit par téléphone, de contacter les deux centres thèse. Et voilà, on est actuellement en capacité de répondre aux questions. En tout cas, on a des taux d'appel pris qui sont bons, donc avoir peu d'attente pour pouvoir répondre à ces questions. Très bien. Est-ce que l'aide au paiement devra être remboursée aux URSSAF et à la MSA? Est-ce que l'aide au paiement permettant de régler les cotisations salariales, devra être restituée aux salariés? Alors, l'aide au paiement restituée aux salariés, non. L'aide au paiement remboursée aux URSSAF, je ne comprends pas bien la question parce que jamais cette aide ne va être versée aux entreprises. L'aide au paiement, par principe, elle sert à payer les cotisations qui sont dues. Donc, c'est pas un crédit qui est récupéré, c'est pas un chèque ou un virement qui est fait à l'entreprise, c'est une somme qui vient en déduction des sommes éventuellement restant dues et qui sert à payer les échéances à venir de 2020. Donc, il n'y aura pas de remboursement de l'aide au paiement vu qu'elle ne sera jamais perçue directement par l'entreprise. Elle s'imputera uniquement sur les sommes que l'entreprise devra à l'URSSAF. Et peut-être que la question, je ne sais pas, moi je la comprenais peut-être un peu différemment, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment cette aide, parce que cette notion d'aide au paiement, est-ce qu'à un moment l'entreprise devra la rendre quelque part? Ça peut être ça la question, c'est la façon dont elle est rédigée. Donc la réponse est non, hein, c'est-à-dire qu'en effet, c'est une aide prévue par la loi, prévue par les décrets, qui est définitive. Par contre, qui ne s'appliquera qu'en 2020 pour les entreprises concernées. Mais on réclamera pas dans un an en disant on vous a aidé. C'est pas un crédit quoi. Enfin c'est pas un prêt pardon je veux dire. On réclamera pas les sommes en disant il y a 2 ans on vous a donné une aide, on va vous la réclamer. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Ce qu'a expliqué bien clairement Emmanuel, ça vient s'imputer sur le paiement des cotisations et ça permet d'aider l'entreprise au-delà de l'exonération prévue par les secteurs, de l'aider à payer des cotisations qui ne sont pas exonérées, notamment les cotisations salariales, notamment les cotisations caisse de retraite complémentaires. Très bien. Et ce qu'on n'a peut-être pas précisé aussi, c'est le fait que cette exonération, elle arrive en plus de toutes les exonérations habituelles. Parce que je voulais dire, il y avait des questions sur les ZRR, etc. Voilà, les exonérations habituelles s'appliquent et l'exonération Covid vient en plus, vient se cumuler avec les exonérations existantes. Quand vous avez un mandataire social qui ne doit pas bénéficier de l'exonération, il va donc falloir faire au cas par cas? Emmanuel, sur les mandataires sociaux. Alors, sur les mandataires sociaux, je vous remercie Henri. Sur les mandataires… On en avait parlé avant quand même. Vous avez compris pourquoi vous avez été invité, hein? Oui, non, mais bon, ça va, je ne me laisse pas démoraliser, j'ai coupé ma caméra pour pas qu'on me voit sourire. Mais pour les mandataires sociaux, il y a effectivement, sur le principe, ils n'étaient pas visés ni par l'exonération de cotisations patronales, ni par l'aide au paiement. Il y a à l'heure actuelle des discussions au niveau national dont nous ne connaissons pas l'issue pour déterminer leur éligibilité ou pas aux deux dispositifs ou à un seul. Donc, dans tous les cas, bien évidemment que le calcul doit se faire individuellement par période, etc. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas en capacité de vous donner une réponse plus précise sur le statut des mandataires sociaux. Merci. On va sur les CHR. Pouvez-vous me confirmer l'exonération pour les CHR? Si oui, de quelle manière et quelle cotisation exactement? Alors, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, pas spécifiquement sur les CHR, mais les secteurs d'activité impactés. Mais il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure, donc c'est bien peut-être de le rappeler. Alors, pour les cotisations entreprises, on va dire,
pour les hôtels, cafés, restaurants, la période de référence pour les calculs des exonérations de cotisation, c'est bien du 15 mars au 15 mai 2020. Il n'y a pas de pourcentage de perte de chiffre d'affaires minimum nécessaire pour être éligible à l'exonération de cotisation et il n'y a pas non plus de minimum nécessaire pour bénéficier de l'aide au paiement. C'était tout la question, je ne la vois plus, elle ne s'affiche plus, donc oui. J'ai répondu à tout. C'est effectivement ça. Alors justement, puisqu'on parlait des CHR, on a également une question qui concernait les hôtels. Voilà, je la mets ici. Donc les restaurants, on l'a évoqué, mais donc question sur les hôtels qui, faute de la liberté de circuler, dans le cas du confinement, ont moins de clients, donc moins de chiffre d'affaires. Donc qu'en est-il des cotisations ? A priori, pour moi, hôtels et hébergements similaires sont cités précisément dans l'annexe 1 du décret, donc pourraient être concernés par les mesures d'exonération et d'aide au paiement. Il y a une rubrique hôtels et hébergements similaires. Voilà, même s'ils n'ont pas été fermés, en effet, tous ceux qui sont dans le secteur 1, quelles que soient leurs conditions d'activité, quelle que soit leur baisse de chiffre d'affaires ou pas, ils sont concernés par l'exonération. Les conditions sur la fermeture obligatoire, elles ne concernent que le S2. Donc plutôt les commerces non alimentaires, etc., qui ont été fermés. Voilà, c'est ça. Les accueillants du public qui ont fait l'objet d'une fermeture obligatoire. Donc hôtel, café, restaurant, ils sont couverts, quelle que soit finalement leur situation. À partir du moment où ils sont bien dans les activités concernées et elles sont assez largement listées dans le décret, dans les annexes du décret, elles ont droit aux exonérations qu'on évoquait tout à l'heure. Dans le cas d'une entreprise avec un mandataire social, donc président de l'ESS par exemple, l'exonération ou les aides URSSAF peuvent s'appliquer sur son salaire ou il est exclu car il n'y a pas de contrat de travail. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Pour l'instant, on n'est pas en capacité de répondre. Pour l'instant, c'est non, on va dire, mais il y a pour l'instant, c'est non. Mais par contre, c'est un sujet qui est remonté au niveau national et qui fait l'objet de discussions. Voilà, je ne peux pas dire aujourd'hui si les discussions aboutiront positivement ou pas, mais je sais que c'est un sujet qui est bien remonté là-haut au niveau des ministères. Ce sujet du mandataire social est toujours épineux. Je me rappelle dans nos premiers webinaires du mois de mars et avril, déjà, on pointait le fait que les mandataires sociaux étaient… Par rapport au fonds de solidarité. Oui, exactement. Voilà. Ce sujet, effectivement, revient tout le temps et il y a quand même beaucoup de mandataires sociaux. Donc, à suivre. De toute manière, la CPME fera remonter effectivement ces informations sur ces cas particuliers et on compte sur l'énergie de Jean-Paul aussi au niveau des URSSAF. Alors après, je vois une question, alors je ne sais pas cliquer sur les petits bidules, je vois une question sur l'aide, la réduction forfaitaire des 2 400 €, savoir si ça s'applique par entreprise ou par indépendant. Bien évidemment, ça s'applique par indépendant. Ça ne s'applique pas par entreprise. La réduction forfaitaire, elle est liée aux cotisants, donc chacun bénéficiera de la réduction forfaitaire de 2 400 €. C'est les cotisations personnelles. Oui. De chaque travailleur indépendant. Très bien. Alors, je cherche, parce qu'il y a des questions sur lesquelles nous sommes déjà intervenus. Le seuil de 10 salariés est-il sur personne physique ou en EQTP ? Alors, c'est pas des personnes physiques. Le calcul de l'effectif se fait comme habituellement dans le cadre de la gestion de la paye pour déterminer à la fois le seuil des 10 salariés et le seuil des 250. Donc, c'est plutôt un ETP avec des calculs qui existaient déjà sur les seuils. Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'une société holding propriétaire de sociétés agricoles, culture de la vigne ou d'hôtels-restaurants peut bénéficier de l'exonération de cotisation patronale et d'aide au paiement des charges ? Tout dépend de l'activité de la holding. L'activité principale et réelle de la holding, c'est pas parce qu'elle est holding de société éligible à une exonération qu'en elle-même, elle est éligible à l'exonération.
Si son activité est exclusivement financière, à mon sens, non. Merci. Je remets une question sur les échéances, mais qui a fait l'objet d'une intervention de Jean-Paul Pagola tout à l'heure. Le report est possible sur 12, 24, 36 mois, mais au-delà des 12 mois, il faut donner des garanties. Il faut bien le signifier, s'il vous plaît. Alors là, ça n'a pas été calé complètement sur la notion de garantie. On a discuté avec la Direction générale des impôts ce matin sur un autre sujet. Je pense que les règles en matière de garantie vont s'assouplir, mais aujourd'hui, je n'ai pas les éléments assez précis pour vous le donner. En tout cas, c'est pas repris dans la loi de façon explicite. Donc, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que dans la logique qui a été faite par les pouvoirs publics d'être sur une logique de bienveillance et de confiance, on serait plutôt avec un minimum, voire pas de garantie, mais je peux pas l'assurer à 100% aujourd'hui puisque les précisions n'ont pas été données, mais c'est une question qu'on va remonter puisque nous, on a besoin d'avoir ces éléments assez vite maintenant pour pouvoir lancer le plan d'apurement. Merci. Alors, dernière question, puisqu'on arrive au bout de notre webinaire. Existe-t-il un mail de contact spécifique pour les experts comptables? À l'époque, cette adresse fonctionnait, expertcomptable.aquitaine@secu-indépendant.fr. Alors non, c'est vrai qu'on n'a pas repris cette logique-là pour l'instant. Par contre, on a travaillé avec l'Ordre des experts comptables et on a monté un webinaire spécifique avec l'Ordre des experts comptables qui a lieu donc le 21 septembre à 11h, donc lundi prochain. Il y a aussi un webinaire national qui est demain à 11h de mémoire aussi, 18 septembre. Mais par contre, voilà, on n'a pas de mail de contact spécifique. C'est un sujet sur lequel il faut qu'on revienne puisqu'on n'a pas récupéré cette adresse spécifique Sécu indépendant. Merci. Allez, une dernière. Sur les entreprises donc créées en mars 2020, ça aussi, on avait beaucoup rencontré ça en début de crise sanitaire et fermées suite au Covid. Peuvent-elles être exonérées ou avoir des aides de l'URSSAF? Emmanuel, ça vous dit quelque chose par rapport je pense qu'il y a des règles particulières. Il y a des règles particulières, mais effectivement, une entreprise créée en mars 2020, tout dépend quand, mais là, c'est un petit peu compliqué de répondre comme ça à brûle pour point. On avait des problématiques sur les entreprises qui ont été créées début 2020 ou entre le 15 mars 2019, mais là, sur des entreprises créées début mars 2020, là, comme ça, je suis pas en capacité de me prononcer précisément. Je dirais que globalement, en tout cas pour le Fonds de solidarité, les règles, elles se sont assouplies au fur et à mesure des décrets pour permettre à des entreprises récemment créées de profiter du Fonds de solidarité. Donc, je serais un peu dans la même logique parce qu'il y a des calculs spécifiques en matière de réduction de chiffre d'affaires. Par exemple, je pense que celles qui sont dans le secteur 1, assez logiquement, même si elles ont commencé en mars, assez logiquement, les exonérations, l'aide au paiement va s'appliquer. Sur le secteur 1 bis, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a un raisonnement en termes de chiffre d'affaires sur une baisse de 80%. Donc là, on aura difficilement, on n'aura pas de comparaison puisqu'il n'y aura pas eu de chiffre d'affaires l'année précédente. Donc, je pense que ça va être plus compliqué. Par contre, d'eau et la fermeture, oui, là aussi, ça pourra s'appliquer, je pense. C'est surtout que pour le seuil des 80%, il y a bien pour la perte de chiffre d'affaires des 80%, il y a bien quelque chose qui est écrit qui dit que pour les entreprises créées entre le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, il faut calculer par rapport au montant moyen ramené sur 2 mois de chiffre d'affaires réalisé entre la création de l'entreprise et le 15 mars 2020. Mais c'est sûr que pour une entreprise qui aurait été créée le 5 mars, reconstituer un chiffre d'affaires moyen entre le 5 et le 15 et le reste, c'est particulièrement compliqué. La possibilité existe pour le S1 bis, la possibilité existe, mais je pense que ça va être quand même très compliqué à mettre en œuvre. Merci pour cette dernière intervention. Alors, j'invite une nouvelle fois les participants à clôturer les différents sondages pour donner déjà une première température sur les émotions de nos participants.
une majorité, près de 80%, même plus de 80%, déclarent rencontrer des difficultés dans ces démarches de calcul d'exonération et de calcul des aides au paiement. D'où la pédagogie qu'il va falloir mettre en œuvre effectivement pour expliquer beaucoup de choses de la part des services des URSSAF, tout comme nous l'avions fait au tout démarrage de la crise sanitaire. Donc, comptez tous sur la mobilisation des services de la CPME sur ces questions. Et puis, merci également au service des URSSAF d'être présents pour répondre à toutes les entreprises et tous les indépendants sur ces sujets qui sont très chauds en actualité. Merci à toutes et à tous. Et puis, passez une très bonne fin de semaine. Le webinaire est en replay, donc n'hésitez pas, revenez sur ce webinaire pour réécouter les réponses de nos spécialistes. Merci à toutes et à tous, et puis à la prochaine fois. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.